Aujourd'hui, 16 septembre, l'Alliance des États du Sahel AES a un an, occasion toute trouvée pour marquer cette date anniversaire. Les ministres en charge des affaires étrangères des trois pays réunis à Bamako en vue de la coordination de l'action diplomatique assortie d'un calendrier d'exécution pour l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel. Salimata Ndao nous en dira plus dès l'entame de ce journal. Lancement des activités de la Semaine nationale de la réconciliation sous le sceau de l'AES également. C'est la ville de Gao qui a abrité l'événement avec la présence des ministres AES. Ils étaient au nom des chefs d'État respectifs au chevet des sinistrés des inondations et des réfugiés déplacés. Ils ont rendu visite aussi au chef coutumier de la ville. Ali Idrissa Maïga, notre correspondant régional, nous fera le compte rendu. Célébration du Maoul 2024, c'est dans la nuit du dimanche à lundi que la communauté musulmane du Mali a communié ensemble. Dans la fraternité, elle a été magnifiée dans la ferveur par des séances de recueillement et de bénédiction. Pour le retour de la paix et le vivre ensemble dans notre pays, nous allons sillonner plusieurs endroits dans le district de Bamako dans ce journal avec Aridjou Matina. Ils sont arrivés et on les attendait avec fierté et beaucoup d'enthousiasme. Ils sont les champions et champions d'Afrique de basket des moins de 18 ans ainsi que les médailles d'or en gymnastique aérobique. À l'accueil, le Premier ministre et une dizaine de ministres pour les rendre hommage au nom de la nation malienne et au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta, à vivre pleinement dans cette édition le film de l'arrivée triomphale, un reportage de Siragatou Sissé. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Que du bonheur et de la fierté pour notre pays en ce jour. Ils sont arrivés et on les attendait avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont les champions et champions d'Afrique de basket de moins de 18 ans ainsi que les médailles d'or en gymnastique aérobique. À l'accueil, le Premier ministre et une dizaine de membres du gouvernement pour les rendre hommage au nom de la nation malienne et au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Je vous propose de vivre pleinement le film de l'arrivée triomphale de l'aéroport international président Modibo Keïta jusqu'au Palais des Sports. Une liesse populaire pour saluer la performance de nos compatriotes sportifs à l'échelle continentale. Un reportage signé Siragatou Sissé et Abdul Salam Bamba. À l'aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous. Beau temps sous une température de 30 degrés. L'avion transportant les équipes nationales de basket du Mali des moins de 18 ans, filles et garçons, et les joueurs de l'équipe de gymnastique aérobique s'immobilisent sur le tarmac. Il était 14h09. À l'accueil, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et plusieurs membres du gouvernement. Du sourire, des acclamations, les meilleurs d'Afrique en filles et garçons et en gymnastique aérobique, trophées en main et médailles d'or au cou sont félicités, applaudis et remerciés pour service rendu. À chaque sélection nationale, le chef du gouvernement a transmis le message d'encouragement du président de la transition. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre jeunesse. Pour la première fois dans l'histoire, un seul pays, le Mali, prend la coupe dans le même pays, en même temps, contre un de nos grands amis, le Nigeria, contre un autre frère, le Cameroun, qui ont la réputation d'être des grands pays sportifs dans le monde, pas seulement en Afrique. Nous avons aussi dans cette équipe nos jeunes qui étaient dans une compétition internationale. Nos jeunes qui sont partis compétir au nom du Mali en gymnastique en Égypte. Et ils ont aussi enlevé 3 médailles. Je pense qu'on a fait le plein. Cette double consécration du basket en Afrique du Sud et le sac du Mali en gymnastique aérobique en Égypte, une première pour notre pays, sont des motifs de satisfaction à l'heure où la Confédération des États du Sahel, présidée par le colonel Assimi Goïta, célèbre son premier anniversaire. Vous avez l'AES, vous avez l'armée, vous avez la jeunesse, vous avez les femmes qui montent tous en puissance. Ça veut dire que notre peuple est béni. Cette victoire, je pense que les joueurs vont la dédier au peuple malien, à nos militaires qui se battent sur le front, à toutes nos forces armées de sécurité, à tous les Maliens qui travaillent
dans cette atmosphère de terrorisme, mais surtout à la jeunesse. Tant que la jeunesse croit à la victoire, elle va gagner, elle va faire avancer notre pays. Après les honneurs de la nation, les bus transportant les championnes et champions d'Afrique prennent la direction du Palais des Sports Salamatou Maïga. Tout au long du trajet, les Maliens en communion sont sortis brandissant le drapeau national pour dire merci à ce groupe de sportifs étoilés. À la hauteur de l'événement, la cavalerie dépêchée par la Fédération malienne des sports équestres accompagne les délégations. Une fois arrivé au Palais des Sports Salamatou Maïga, la réception populaire peut commencer. Et on peut vous garantir la joie continue. Félicitations donc à nos médaillés. Et pour être encore plus complet dans nos programmes ce soir et retrouver Ousmane Dawa dans l'émission sportive Score. Les invités seront les secrétaires généraux du Djolibassi du stade malien de Bamako. Avec eux, il sera question de compétition africaine et de toute l'actualité des deux clubs, sans oublier bien sûr le retour triomphal au bercail des juniors filles et garçons sacrés rois et reines du basketball africain ce week-end en Afrique du Sud. Et encore une fois, félicitations. Sur un tout autre plan, revenons sur la célébration hier nuit par la communauté musulmane du Mali, le Maouloud, marquant la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. L'événement religieux de recueillement et de bénédiction a été magnifié dans la ferveur par les fidèles musulmans qui ont pris d'assaut les lieux de prêche. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a fait le tour de la capitale, occasion pour lui de saluer, de rendre hommage à tous les fidèles pour leur engagement pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Et retour sur cette nuit du Maouloud 2024, c'est avec Ari Djoumatina et Gaussou Touré. La célébration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, pilier de l'islam, est une fête importante très attendue chaque année par les fidèles musulmans. Au Mali, plus précisément à Bamako, le Maouloud, l'événement joyeux pour l'islam, qui a lieu généralement le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, le 3e mois du calendrier islamique, a une fois de plus été célébré en pompe. Al-Maouloud al-Nabawi est l'occasion pour les musulmans de commémorer la vie, les enseignements et l'héritage spirituel laissé par le dernier des prophètes, décrit dans les récits musulmans comme un modèle parfait de comportement humain, envoyé par le Créateur Allah pour guider l'humanité. Cette nuit d'invocation et de recueillement a été marquée dans les différentes communes du district de Bamako par des séances de prêche dans les espaces publics, ainsi qu'au stade du 26 mars, où se trouvait comme d'habitude le guide spirituel des Ansars, nommé président du Haut Conseil islamique du Mali et ses partisans. Au-delà de l'aspect spirituel magnifiant les mérites du prophète, le Maouloud se veut aussi un moment de bénédiction pour renforcer les liens de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale dans le pays. Ce soir-là, on est sorti au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, pour magnifier à la communauté musulmane qui célèbre le Maouloud la joie, la fraternité de l'État envers cette communauté, pour le travail abattu et l'effort fourni par cette communauté musulmane. La communauté musulmane au Mali est une communauté qui œuvre dans le sens du développement du pays. C'est une communauté qui est là pour œuvrer dans le cadre de la solidarité. Ce soir, les tournées que nous faisons, c'est avec l'intérêt que nous accordons à la religion musulmane. Les fidèles musulmans qui ont le sentiment du devoir accompli durant cette nuit attendent maintenant les festivités du baptême prévues dans quelques jours. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, 16 septembre, l'Alliance des États du Sahel, AES, a 1 an. Occasion toute trouvée pour marquer cette date anniversaire. Les ministres en charge des affaires étrangères des trois pays réunis à Bamako pour la première fois en vue de la coordination de l'action diplomatique assortie d'un calendrier d'exécution pour l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel. La cérémonie d'ouverture, c'est avec Salimata Dao et Idrissa Traoré. Ce 16 septembre 2024, jour de célébration pour les peuples du Sahel. Ce premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, coïncide avec la première réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retrouvent à Bamako pour définir le cadre de la mise en œuvre de la vision des 3 chefs d'État, celle d'un Sahel souverain, paisible et développé. L'Alliance des États du Sahel a été, dès sa création le 16 septembre 2023, un tournant majeur de la réalité géopolitique au Sahel, en Afrique de l'Ouest, voire au-delà. Les avancées réalisées par nos forces réunies dans un combat commun de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes a été une inspiration pour faire plus, pour faire toujours plus et mieux pour nos populations. Grâce aux rencontres successives tenues dans nos différentes capitales, nous avons pu relever le défi d'adapter notre alliance aux attentes fortes, mais également aux exigences légitimes des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens. La création de l'AES est comme une délivrance pour ces 3 pays. Les peuples prennent leur destin en main et développent plus d'ambition. La Confédération des États du Sahel voit le jour le 6 juillet dernier et les activités s'enchaînent au niveau de chaque pays pour son opérationnalisation. Cette première rencontre des ministres des Affaires étrangères va dessiner le tableau du volet diplomatique de ce nouveau cadre d'intégration sous-régionale. Notre rencontre de ce jour, dont je me réjouis de la tenue, s'inscrit dans cette même dynamique de construction de cette confédération et constitue une étape majeure du processus de son opérationnalisation conformément aux conclusions et recommandations pertinentes du sommet du 6 juillet. Elle nous offre surtout l'occasion de traduire en actes la vision de nos 3 chefs d'État dont la priorité est de créer les conditions nécessaires au bien-être de leur population. Cela passe nécessairement par une diplomatie active et efficace dont nous devons définir les contours et les actions prioritaires au niveau confédéral en vue d'atteindre les résultats escomptés. Cette session consacrée à la diplomatie souligne les avancées déjà capitalisées sur les 2 autres volets. Il s'agit du volet défense-sécurité et du volet développement. Il y a lieu de rappeler que le volet défense-sécurité connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force unifiée et son corollaire de succès militaire engagé par nos vaillantes forces armées sur le théâtre des opérations. Concernant le volet développement, les efforts louables sont consentis en vue de mettre en place le dispositif économique, financier nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace AES. On assiste également à une mutualisation des moyens pour promouvoir l'industrialisation des infrastructures ainsi que les projets structurants et intégrateurs. La Confédération des États du Sahel fait face à des défis géopolitiques qui ne pourront l'empêcher de prendre son envol. Assurance donnée par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. La création de la Confédération des États du Sahel, AES, a bouleversé l'échiquier géopolitique. Non seulement l'échiquier géopolitique de la région du Sahel, mais également celui de notre continent et même au-delà. L'une des manifestations de ce bouleversement géopolitique a été le changement manifeste de paradigme que nous avons su imprimer dans notre espace. Nos États, comme vous le savez, ne subissent plus désormais aucun diktat et ne plient devant aucune injonction. La vision claire est partagée par les présidents Traoré, Goïta
et Tchani ne souffre d'aucune ambiguïté. Cette vision remet les intérêts de nos États et les besoins de nos populations, seuls critères pertinents, au centre de toutes nos décisions, mais également au cœur de toutes nos actions. L'autre manifestation du bouleversement géopolitique en cours est, hélas, l'intrusion désormais ouvertement assumée d'acteurs qui ne cachent plus leurs intentions hostiles, acteurs venant à la fois de la région, mais acteurs venant d'ailleurs. Les aveux de l'Ukraine à cet égard, ou plutôt les propos par lesquels l'Ukraine revendique fièrement son soutien aux groupes armés terroristes opérant au Sahel, ne devraient laisser indifférent aucun État, aucune organisation internationale ou régionale. Les actes hostiles posés contre la Confédération AES et contre les autorités de nos pays sont la preuve, si besoin en était encore, que nous sommes sur le bon chemin. Ces défis, loin de saper notre ardeur, renforcent plutôt notre détermination à faire plus, à faire mieux, dans une unité de stratégie d'action. La première rencontre des diplomates de l'AES a eu une pensée pour les populations sahéliennes touchées par l'insécurité et les catastrophes naturelles. Revenons sur l'adresse du président de la Confédération, le colonel Assimi Goïta, en ce premier anniversaire il a signifié aux populations du Burkina Faso, du Niger et du Mali la portée historique de la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES qui a déjà marqué des points sur le plan sécuritaire. Nous l'écoutons. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de Liptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ce traité marque notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Et au sein de la Confédération des États du Sahel, de nombreux projets sont en cours d'exécution, selon le président Assimi Goïta, qui indique que l'AES reste ouverte au reste du monde. On l'écoute. Dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux
et régionaux respectant le principe de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Retour sur la motivation et le processus de création de l'AES. Pour rappel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'AES pour mutualiser leurs énergies face aux multiples défis auxquels les trois pays sont confrontés, partageant une vision commune sur plusieurs questions, notamment liées à la défense, la diplomatie, au développement. Bamako, Ouagadougou et Niamey n'ont pas tardé à former une confédération. Objectif, répondre aux aspirations des populations de l'AES dans un contexte géopolitique régional particulièrement tendu. Ibrahima Traoré. Depuis quelques années, la bande sahélo-saharienne est fortement frappée par une grave crise sécuritaire, notamment le terrorisme et le banditisme transfrontalier. Trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont particulièrement affectés par ces menaces. Cela dans un contexte politique et économique difficile. Sous influence de puissances étrangères, la CEDEAO, censée soutenir ces pays membres en difficulté, opte pour des sanctions multiformes. L'organisation ira jusqu'à envisager une intervention militaire au Niger, une goutte d'eau qui fera déborder le vase. Bamako et Ouagadougou ne tardent pas à agir pour mettre en garde contre toute agression d'un pays frère. Une délégation conjointe est dépêchée à Niamey pour témoigner de la solidarité et du soutien du Mali et du Burkina Faso au peuple nigérien. Nous sommes porteurs d'un message de leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Message destiné au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchani, ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère du Niger, notamment la solidarité très forte à l'endroit du peuple nigérien, avec lequel nous partageons à la fois l'histoire et la géographie. Également le refus catégorique pour le Mali ainsi que le Burkina Faso d'exécuter ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le peuple nigérien. Et enfin, le plus important, c'est réitérer la participation active, effective et pleine du Mali et du Burkina Faso aux opérations de légitime défense en cas d'agression de la CEDEAO contre le Niger. Face à l'adversité, les autorités des trois pays poursuivent les concertations qui aboutissent à la formation d'une coalition.
Le 16 septembre 2023, le président capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, colonel Assimi Goïta du Mali et général Abdourahmane Tchani du Niger concluent un traité intitulé la Charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, AES. L'objectif est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement, et nous partageons les mêmes frontières. Je pense que la charte du Liptako Gourma est une bonne initiative qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour le bénéfice de nos différents peuples. Les choses iront très vite. Dans les 3 capitales, des réunions ministérielles se multiplient. Les questions sécuritaires avec les ministres en charge de la défense, la diplomatie avec les ministres des Affaires étrangères et les questions du développement avec les ministres en charge de l'économie et des finances. À cela s'ajoutent d'autres secteurs clés comme la culture, la communication, la justice et les sports. Parallèlement, au niveau chef d'État et de gouvernement, des visites d'amitié et de travail sont organisées pour consolider la dynamique en cours. Le 6 juillet 2024, une nouvelle étape est franchie à Niamey avec le premier sommet de l'AES instituant la Confédération des États du Sahel. L'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même destin. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. L'AES souffle ainsi ce 16 septembre 2024 sa première bougie avec une lueur d'espoir. Outre des succès notables enregistrés au plan sécuritaire et diplomatique, les yeux sont maintenant rivés vers la concrétisation de certains projets majeurs, à savoir la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation, la mise en circulation d'un nouveau passeport biométrique de l'AES et la création d'une chaîne d'information commune. In fine, toutes ces actions visent un seul objectif: répondre efficacement aux besoins et aspirations des populations.
La création de la Confédération des États du Sahel a donné un coup d'accélérateur au processus d'interconnexion des systèmes informatiques des douanes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Un processus entamé bien avant l'avènement de l'AES. Les directeurs généraux des douanes des 3 pays ont tenu 2 réunions en juillet dernier à Niamey, au Niger, pour évaluer le projet d'interconnexion d'une part et pour discuter de la mise en place d'une union douanière de l'AES d'autre part. À l'issue de ces rencontres, 2 instruments de partenariat entre l'AES et l'Office togolais des recettes ont été signés pour une meilleure gestion des marchandises à travers les échanges informatiques. Les médias publics des 3 pays de l'AES sont eux aussi liés par un partenariat qui leur permet de mutualiser les efforts pour l'information saine des populations, d'où la création dans les éditions d'information d'une page AES. Un atelier d'élaboration de la stratégie de communication de la Confédération des États du Sahel s'est tenu en août dernier ici à Bamako. Siaka Konaté pour nous en parler. Pour contrer les campagnes de désinformation orchestrées contre eux, les 3 pays de la Confédération des États du Sahel ont décidé de se doter d'une stratégie de communication, stratégie dont les contours ont été définis à la faveur d'un atelier tenu en août 2024 à Bamako. À l'issue de 2 jours d'échange, les experts et spécialistes du Burkina, du Mali et du Niger ont proposé la création des plateformes numériques incluant les réseaux sociaux, une web TV et une radio. En attendant la validation de ces documents par les autorités compétentes, les médias publics de la Confédération ont pris des initiatives, dont la création d'une page AES dans les journaux parlés et télévisés dénommée AES Actualité en vue d'une saine information des populations. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de savoir que c'est une page quand même qui est très suivie par nos différentes populations, que ce soit à la télé et à la radio. Mais au-delà de la page AES, je pense que l'accent particulier, ça a été dit justement à Niamey, c'est de mettre des efforts sur les langues, la promotion des langues nationales. À partir du moment où nous avons lancé cette page AES, nous allons voir au fil du temps comment faire en sorte que les populations de nos différents pays puissent comprendre justement la direction que nos chefs d'État veulent emprunter. Parce que nous pensons que c'est très important de faire une large communication, une sensibilisation pour faire en sorte que les gens comprennent justement les enjeux du moment. Les médias publics des 3 pays de l'espace AES sont liés par un contrat de partenariat signé à Ouagadougou à la faveur de la célébration du 60e anniversaire de la télévision burkinabé, un partenariat qui met l'accent sur la mutualisation des efforts. Ce partenariat qui nous permet justement de mutualiser nos efforts dans le domaine de la communication. Ça a été matérialisé par la signature de ce document à Ouagadougou et aujourd'hui nous sommes petit à petit en train de mettre le contenu de ce document en application, c'est-à-dire aujourd'hui s'il y a une délégation du Mali qui va au Niger, la délégation peut aller sans une équipe pour la couverture en s'appuyant justement sur le média public du Niger, tout comme au Burkina. Au-delà, nous avons comme ambition d'aller sur d'autres chapitres, notamment les échanges de contenu. Vous savez, les Burkinabés font beaucoup de films de fiction et ils sont très forts là-dedans. Et nous aussi, nous avons quand même le centre de cinématographie ici. Donc, nous allons voir comment faire en sorte que nous puissions en tout cas mutualiser nos efforts pour soutenir l'élan dressé par nos chefs d'État aujourd'hui, c'est-à-dire la Confédération des États du Sahel. Je pense que dans les perspectives, nous allons voir avec mes autres collègues comment faire en sorte que nous puissions organiser par exemple des débats ensemble, qu'un débat soit organisé à Bamako, synchronisé à Niamey et à Ouagadougou, avec des invités venant de nos différents pays. Comment faire en sorte que nous puissions organiser aussi un grand événement culturel, parce que vous savez, la culture nous lie aussi. Les douanes du Burkina, du Mali et du Niger travaillent elles aussi à la mutualisation des efforts. Une quinzaine de jours après le sommet des chefs d'État, les directeurs généraux des douanes des 3 pays se sont réunis à Niamey pour non seulement évaluer les projets d'interconnexion de leur système informatique, mais aussi sceller un partenariat avec l'Office togolais des recettes. Nous avons évalué ensemble le travail qui est fait au niveau de nos différents bureaux de transit. Où est-ce qu'on en est avec la phase pilote? Quelles sont les difficultés et quelles sont les actions futures à envisager? Et ce travail, nous avons fait avec l'Office togolais des recettes. Et ça a été l'occasion pour les 3 DG, avec le commissaire général de l'Office togolais des recettes,
de signer entre la Confédération de l'AES et le Togo 2 instruments de coopération également, une instruction cadre et puis un protocole d'accord par rapport à l'interconnexion. Et cela était très intéressant pour nous parce que le corridor togolais est un corridor important pour la Confédération de l'AES. L'objectif de cette interconnexion est de simplifier et sécuriser les opérations de transit des marchandises à travers les échanges électroniques des informations et des données. Le premier avantage, c'est éviter les temps d'arrêt prolongés au niveau des frontières. C'est avoir une visibilité sur tout ce qui quitte un pays pour un autre à travers la base de données. Et c'est permettre aux douanes de départ et aux douanes d'arrivée de mieux maîtriser le transit. C'est permettre aux opérateurs aussi d'avoir une visibilité et une célérité dans les opérations de transit entre les 3 pays et entre la Confédération et l'Office togolais des recettes. Le premier résultat d'abord, c'est d'éviter les déversements frauduleux sur les pays de transit, les pays de traversée, donc de lutter contre la fraude. Et le résultat à la fin de tout ça, c'est l'augmentation des recettes douanières. Les directeurs généraux des douanes de la Confédération de l'AES ont aussi échangé sur une union douanière avec des instruments harmonisés dans un espace de libre circulation des personnes et de leurs biens. Les douanes du Burkina, du Mali et du Niger ont par ailleurs décidé de poursuivre leur collaboration avec celle des pays non membres de l'AES. Il n'en pouvait être autrement quand on sait que le directeur général des douanes du Mali est le vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique occidentale et centrale. Il faut aller avec les autres corridors, notamment pour le Mali, le corridor sénégalais, le corridor ivoirien, le corridor guinéen. Mais il est bon de signaler que tous les tests avec ces autres pays-là, en dehors de l'AES, tous les tests sont concluants. Les actes administratifs ont été posés et dans un futur immédiat, en tout cas au nom de l'AES, le Mali va aller très rapidement avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Les projets d'interconnexion des systèmes informatiques des douanes et de l'union douanière de l'AES font désormais partie des 37 réformes majeures des douanes maliennes. Et c'est désormais officiel, la mise en place par le collectif pour la défense des militaires et ses partenaires de la Confédération des peuples de l'AES. On en sait plus avec Mohamed Kentao. Les choses se dessinent de plus en plus et de plus belles pour l'Alliance des États du Sahel. Après la création de la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet dernier, nous assistons à l'officialisation de la Confédération des peuples de l'AES. Ce nouveau mouvement qui vient d'être mis sur les fonds baptismaux est une initiative du collectif pour la défense des militaires en étroite collaboration avec d'autres mouvements et les populations de l'AES. Ce qui justifie d'ailleurs la présence des délégations burkinabées et nigériennes. Fondée sur l'idéologie panafricanisme, de souverainisme et d'anticolonialisme, l'AES au Mali, c'est aussi une vision et une approche doctrinale à travers la doctrine panafricaine que nous appelons affectueusement la doctrine de l'assimisme. Le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdraman Tiani du Niger. 3 descendants des grands empires du Mali, des empires du Songo et de l'empire du Ghana. Qui dirait le contraire quand je dirais que les États-Unis d'Afrique partiront de l'AES? L'AES, c'est environ 3 millions de kilomètres carrés pour plus de 70 millions d'habitants, jeunes, adultes, personnes âgées. Ces différentes couches socio-professionnelles représentées ici à Bamako officialisent ce nouveau mouvement à travers une déclaration.
Réaffirmons notre engagement à soutenir le combat contre l'impérialisme sous toutes ses formes et l'ingérence dans les affaires intérieures des États prônés par nos plus hautes autorités. Prônons l'engagement de conjuguer nos efforts dans un esprit de fraternité, de solidarité réciproque, d'amitié pour la prospérité et la paix de nos communautés respectives. Proclamons solennellement l'officialisation de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, CPAES. Ce jour, 16 septembre 2024 à Bamako, à travers la signature de la présente déclaration solennelle par les représentants des organisations patriotiques et panafricaines, de la société civile du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Toutes ces initiatives concourent à traduire en action concrète la vision des 3 chefs d'État, une AES au service des peuples. Oui, beaucoup de joie. L'AES des peuples, prenons ensemble la route du poisson ici au Mali. Elle est non seulement une ceinture nourricière, mais aussi et surtout un facteur d'intégration sous-régionale et d'échanges commerciaux. D'une distance d'environ 294 km, l'infrastructure joue un rôle de premier plan dans la vie des populations bénéficiaires et devient capitale pour la Confédération de l'Alliance des États du Sahel pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Omar Maïga, Suleiman Tepsouki. La région de Mopti est un grand carrefour commercial accessible par les voies fluviales, aériennes et routières. Elle est également une zone de production de poissons par excellence et occupe le premier rang national. Les produits issus de la pêche sont commercialisés à l'intérieur et à l'extérieur du pays par un tronçon d'échanges commerciaux et d'intégration dénommé la route du poisson. En termes de production halieutique, ça veut dire la pêche, nous avons contrôlé 52 000 tonnes, soit premier rang national. Et la quantité totale de poissons transformés est essentiellement exportée vers le Burkina Faso, surtout le poisson frais, même s'il y a d'autres pays comme le Ghana, le Nigeria, le Niger. Communément appelée route du poisson, l'axe Mopti Banyangara Bankas Koro et Wo dans la partie malienne, Waïgouya et Ouagadougou au Burkina Faso en allant vers le Ghana, est depuis la période précoloniale un tronçon d'intégration et d'échanges commerciaux. Cette route, on a l'habitude de dire, c'est une vieille tradition qui crée une sorte de lien non seulement commercial, économique, des liens humains, il faut le dire, entre les peuples de l'ancienne Haute-Volta avec le Mali, l'ancien Soudan. Les caravanes allaient, les caravanes du poisson aussi empruntaient cette voie, la route du poisson, et nous sommes tous, pendant notre enfance, des gens qui ont eu à vivre ces moments d'échange et qui ont permis une sorte d'intégration entre les deux nations. Et c'est pourquoi les autorités maliennes ont eu l'idée de réaliser la route du poisson pour répondre à un phénomène d'intégration nationale et sous-régionale. Fatoumata Bobo Atumina Anfaya. Fatoumata de Bobo Dioulasso, Henri et Konaté étaient nos fidèles clients de Bobo Dioulasso. Les commandes passaient de 2 à plus de 10 tonnes de poissons. Ces derniers passaient par Baye, qui n'est plus fréquentable. Maintenant, il faut passer par Kouri et Koutiala, chose qui n'est pas aisée, ce qui réduit considérablement les commandes de poissons ici à Mopti. Cet axe appelé la route du poisson est une voie qui sert au transport du poisson frais, séché, fumé, des vivres, des légumes et des épices de Mopti en passant par Banyangara, Bankaskoro, Waïgouya, Ouagadougou jusqu'au Ghana. Au retour, les marchands maliens payaient du sel et des marchandises diverses pour les revendre une fois à destination. En 2000, 5 camions chargeurs avec environ 10 tonnes de poissons
empruntaient l'axe de la route du poisson. À cause de l'insécurité, seuls 2 transporteurs empruntent actuellement la route, parmi lesquels Fatoumata de Bobo Dioulasso, qui charge au minimum 5 tonnes par voyage. Ça fait 10 ans que moi je suis dans la route, faire du transport d'ici Mopti, Ouaga. On fait le marché des Bankas, souvent on fait le marché de Koro. Une route qui exprime toujours son rôle d'antan. Les commerçants et producteurs de produits maraîchers de Waïgouya empruntent le même trajet pour assister à la foire de Bankas et de Koro, ce qui permet d'avoir beaucoup de fruits, de produits maraîchers et en retour, paient des céréales comme le mil et les haricots. Entre Koro et Waïgouya, ça fait 100 km. L'intérêt de cette route dans la vie des populations de Koro, Douanza, Bankas, Banyangara et dans l'économie du pays n'est plus à démontrer. Tronçon d'intégration et d'échanges commerciaux, la pratique de la route du poisson a connu un ralentissement dans ces dernières années du fait du conflit politico-militaire qui a éclaté en 2012 dans le nord du Mali. Sur la route du poisson, certaines difficultés demeurent. Pour arriver aujourd'hui à Koro, il faut passer par Koudougou et Benena, soit près de 800 km au lieu de 100 km. Toutes choses qui occasionnent la flambée des prix des denrées de première nécessité. Auparavant, le prix du riz n'a jamais dépassé 16 000 francs. Malheureusement, de nos jours, la situation d'insécurité, la situation de violence ont mis une sorte d'arrêt vraiment à cette belle idée économique, sociale d'intégration. Nous sommes convaincus, lorsque l'AES trouvera toutes les stratégies nécessaires pour la pacification de la zone, la route du poisson aura son dernier mot, c'est-à-dire intégrer de part et d'autre des 3 frontières de l'Iptako pour que rayonne non seulement la culture de la paix, mais que rayonne également la culture économique. Porteur d'espoir pour les populations des régions de Mopti et de Banyangara, des cercles de Bankas et de Koro au Mali, de Waïgouya et Ouagadougou au Burkina Faso, la route du poisson demeure une infrastructure capitale pour la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, plus que jamais déterminée à améliorer la sécurité routière et la fluidité du transport, et développer les activités industrielles, agricoles et pastorales, et renforcer l'intégration régionale et les échanges commerciaux. À présent, l'actualité des FAMA, on en sait plus avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de l'opération Maliko, les forces armées maliennes continuent la traque des groupes terroristes sur l'ensemble du territoire national. Les actions de démantèlement des réseaux criminels et des bases ou dépôts logistiques des groupes armés terroristes se poursuivent. L'objectif reste de réduire le financement des activités terroristes. Ainsi, dans la journée du 15 septembre 2024, les vecteurs de surveillance des FAMA ont repéré et détruit un véhicule logistique soigneusement camouflé sous des arbres à environ 50 km au sud d'Aguelok. L'état-major général des armées rassure les Maliens que les FAMA poursuivront sans relâche leur effort de préservation de l'intégrité territoriale et de protection des populations et des biens sur l'ensemble du territoire. Et au Burkina Faso, une délégation gouvernementale à la rencontre des FDS et VDP de la première région militaire de Kaya, Martin et Jacques Ouedraogo pour le compte-rendu. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, s'adresse aux forces vives de la région du Centre-Nord. Dès l'entame des échanges, le général de brigade s'est directement attaqué à la désinformation autour du drame de Barsalgo et appelle les populations du Centre-Nord à savoir raison garder. Les réseaux sociaux, ça ne nous arrangera pas du tout. Il y a un problème. Il y a des voies qui sont prévues par les chefferies traditionnelles. Les voies administratives, il faut régler et s'informer. Le cas de Barsalgo, c'est pareil. Quelqu'un avait témoigné, dit qu'il était là-bas, tout. On l'a amené devant le chef. Il a dit sa vérité, il n'était pas là. Il saute deux sorts,
D'autres gens viennent encore dire que non, ce qu'il a dit là, c'est parce que les militaires l'ont forcé à dire ça. Vous aussi, on est dans quel pays? On gagne quoi dans ça? L'acquisition de l'armement, la coopération sur le plan diplomatique, la santé, l'agriculture et les infrastructures, voilà entre autres les principaux points sur lesquels ont porté les échanges entre la délégation gouvernementale et les forces vives de la région du Centre-Nord. Sinon, beaucoup de projets sont faits par le gouvernement, le chef de l'État, essentiellement dans le domaine de la sécurité, comme je l'ai dit. Ensuite, dans les autres domaines. Cette démarche gouvernementale a été bien appréciée par les forces vives de la région du Centre-Nord. Ces populations renouvellent ici leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré. Elles rassurent le gouvernement que malgré les récents événements, le peuple de Burkina Faso reste toujours debout derrière son président. Nous sommes très contents avec cette démarche du gouvernement, car c'est la première fois que nous avons des échanges francs et directs avec nos dirigeants. Les populations du Centre-Nord ont saisi cette grande opportunité de proximité pour faire part de leurs doléances à la délégation gouvernementale ainsi que leurs recommandations. Il s'agit entre autres des investigations sur le drame de Balsalgo afin de situer les responsabilités et prendre des mesures qui sied. Ces hommes et femmes suggèrent aussi la multiplication des campagnes de sensibilisation sur la désinformation et enfin l'organisation et la sécurisation des stationnements des camions dans la ville de Kaya avant les différents convois. Toujours au Burkina Faso, découvrons l'initiative LAFIA, un accompagnement financier en microcrédit pour faciliter l'autonomisation de 100 000 ménages burkinabés. Le reportage de Karim Ilboudo et Alidou Alain Sabdogo. Autonomisation économique des personnes vulnérables, le ministre de l'Économie et des Finances lance l'initiative LAFIA dans la région du Nord. C'est un projet mis en œuvre pour promouvoir le développement socio-économique à travers des microcrédits pour des personnes vulnérables. L'initiative LAFIA va couvrir le territoire national et vise une réduction significative de la pauvreté au Burkina. Il faut dire que l'initiative a été lancée dans le but d'accompagner les personnes vulnérables dont la vulnérabilité est encore accentuée avec la crise sécuritaire. Donc l'État, dans ses actions de développement, s'est dit qu'il faut accompagner ces personnes pour renforcer leur résilience et également pour accompagner leur insertion. Avec cette initiative, la plupart des personnes vulnérables pourront s'en sortir. Il est prévu 4 cycles de financement. Le projet a pour principale cible les couches sociales défavorisées. 100 000 ménages vont bénéficier de cet appui en microcrédit pour leur autonomisation économique. Les prêts ne sont pas octroyés à la tête du client. Disons qu'il y a un organe qui est le comité de prêt du FONAFI qui a analysé les dossiers en fonction du profil de risque des bénéficiaires, mais surtout de la couverture géographique. Parce que l'objectif, c'était d'impacter les ménages vulnérables qui sont dans les situations les plus reculées. Et nous avons privilégié les PSF qui ont par exemple des agences, des guichets dans les zones reculées pour pouvoir toucher les personnes vulnérables. Nous comptons donc déployer nos agents sur le terrain pour la mise en œuvre de ce projet, des agents qui maîtrisent bien les réalités locales. Et nous allons donc travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les organisations communautaires et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet-là. Nous allons offrir des formations d'éducation financière à ces personnes-là et nous assurons également un suivi régulier des activités pour nous assurer vraiment de la réduction de la vulnérabilité de ces personnes. L'initiative LAFIA est financée par le FONAFI, Fonds national de la finance inclusive, à 10 milliards de francs CFA pour une durée de 2 ans. Le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du Niger du 12 au 14 septembre 2024. Un commentaire de Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, l'opération Lakalkane mobilise un ensemble d'unités militaires et paramilitaires dédiées à la sécurisation des activités agricoles et champêtres. Ces forces opèrent sous la supervision de l'état-major tactique de l'opération NIA, poursuivant avec succès leur mission de protection et de défense des populations locales. Récemment, lors d'une mission de reconnaissance offensive menée dans le secteur de Zaney,
Une de ces unités a neutralisé 4 terroristes, dont un chef important, Ali Mahaman. Par ailleurs, 3 individus soupçonnés d'entretenir des liens étroits avec des groupes armés terroristes ont été capturés. Un à Garbounia et 2 autres dans les environs de Torodi. Ces suspects ont été remis aux autorités compétentes pour enquête, notamment à la cellule antiterroriste qui poursuivra les procédures judiciaires appropriées. Toujours dans l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, une unité chargée de la sécurité du marché hebdomadaire d'Abala, dans la soirée du jeudi 12 septembre, a interpellé un agent de renseignement terroriste. Dans la région de Dossou, dans le cadre de l'opération Damissa, une patrouille mixte départementale de Gaïa a, lors d'une mission de contrôle de zone, éliminé un criminel notoire qui opérait dans le secteur de Tanda, près de Runtua. Cet individu était activement recherché dans la région de Tawa. Au cours de l'opération Chara, les autorités des forces de défense et de sécurité de Koni ont enregistré le jeudi 12 septembre la repentance de 10 anciens bandits armés. Le lendemain, en milieu de journée, les forces du poste frontalier de Tafuka, situé à environ 36 km au sud-ouest de Koni, ont arrêté un complice actif des bandits armés. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotobusha, dans la nuit du 11 au 12 septembre, un membre d'un gang criminel opérant dans la zone frontalière a été arrêté par une patrouille de Garunkaura. Dans la région de Zender, sous la juridiction de la zone de défense numéro 3, une patrouille chargée de sécuriser les travaux du pipeline dans la zone de Tesker a intercepté un véhicule transportant une cargaison illégale. Les forces de sécurité ont saisi 1550 cartouches de cigarettes de contrebande. Au nord du pays, dans la zone de défense numéro 2, la brigade d'intervention et de recherche d'Agadez a, lors d'une fouille minutieuse d'une camionnette venant d'un pays voisin, découvert 20 boules de chanvre indien, soit près de 10 kg de drogue. Cette marchandise a été saisie. Réunis en session extraordinaire à la veille de l'an 1 de la création de l'AIS, les présidents de l'Alliance des Patriotes des États du Sahel ont rendu publique une déclaration conjointe. Je vous propose d'écouter Omar Beidari, président de la section APES Niger, au micro de nos confrères de la télévision nigérienne. L'Alliance des Patriotes des États du Sahel, du Mali, du Burkina Faso et du Niger condamne fermement avec la dernière énergie cette attaque barbare, inhumaine, ignoble, orchestrée par des groupes terroristes sans foi ni loi contre nos populations et nos FDS. En ces douloureux moments, les présidents des sections de l'APS du Mali, du Burkina Faso et du Niger, au nom de tous les patriotes des États du Sahel et à leur nom propre, s'inclinent devant la mémoire de nos vaillants soldats et VDP tombés pour la défense de la patrie, de nos vaillantes populations tombées sur les champs d'honneur en défendant la patrie, ainsi que celles touchées par ces catastrophes naturelles. Présentent leurs sincères condoléances et profonde compassion aux familles des soldats et civils éplorés, ainsi qu'au peuple de l'AES. Souhaitent un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées. L'Alliance des Patriotes des États du Sahel salue l'engagement, les efforts et la détermination de leur Excellence, le colonel Assumi Goïta, président du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le général de brigade Abdraman Tchani, président du Niger, pour la libération et la souveraineté de notre confédération AES. Elle salue également le courage, la détermination et le sacrifice de nos vaillantes FDS et VDP qui se battent nuit et jour pour venir à bout de ces hors-la-loi. L'Alliance des Patriotes des États du Sahel, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, par la voix de ses présidents, affirme leur soutien aux autorités de l'AES, aux FDS et VDP et sa pleine disponibilité à soutenir tout effort visant la libération et la souveraineté véritable de notre espace du Liptako-Gourma. En cette occasion marquant le premier anniversaire de la signature de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, nous formulons nos vœux de santé et de longévité au président de la Confédération AES que nous, au niveau de l'APS, nous appelons les Messies de l'Afrique. Nous saisissons également cette occasion pour inviter tous les patriotes de l'AES à redoubler d'efforts et de vigilance dans la veille citoyenne
pour faire barrage à l'impérialisme, ses valets locaux et ses esclaves de salon. Enfin, nous invitons tous les camarades de l'espace AES à se mobiliser autour de nos FDS et VDP afin de faire preuve d'engagement patriotique pour vaincre l'hydre terroriste. Et qu'ensemble, sous le leadership de nos 3 chefs d'État, nous construisons un espace souverain et prospère. Autre grand titre de ce journal, lancement des activités de la Semaine nationale de la réconciliation sous le sceau de l'AES également. C'est la ville de Gao qui a abrité l'événement avec la présence des ministres AES qui ont fait le déplacement. Ils étaient au nom des chefs d'État respectifs au chevet des sinistrés, des inondations et des réfugiés déplacés. Ils ont aussi rendu visite au chef coutumier de la ville, à lui Idrissa Maïga, et notre correspondant régional, son compte rendu. Le thème retenu pour la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation dont les activités ont été lancées à Gao est « Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES ». C'est dans le cadre des activités de cette semaine que la délégation composée des ministres maliens, nigériens et burkinabés a rendu visite aux victimes des inondations basées à l'école Gao 7. Sur place, ils ont distribué des vivres et des kits scolaires aux sinistrés. La ministre Touré a donné des explications sur l'utilité de la carte biométrique. Les cartes biométriques, on a commencé ça depuis le début des inondations. En fait, c'est pour identifier directement tous les sinistrés. Les gens font beaucoup pour ces sinistrés-là, mais ça tire dans tous les sens. C'est le lieu de les regrouper. Et quand il y a déjà l'identification biométrique, le chef de famille est recensé et toute sa famille avec. Donc s'il y a un don à faire, dès qu'on signale, on donne, il le reçoit. Mais si quelqu'un veut par malencontre essayer de détourner, c'est toujours signaler la carte viro rouge. Nous sommes dans une situation d'état de catastrophe nationale sur tout le territoire malien. Et forcément, c'est élargi au territoire de la Confédération de l'AES. Nous sommes des mêmes populations, nous avons les mêmes objectifs. Nous avons les mêmes visions et nous avons les mêmes velléités d'être souverains au bénéfice de nos populations. Après Sosokoira, où ils ont constaté la présence d'une équipe du CSRF de Gao qui fait des consultations gratuites aux sinistrés, la délégation de l'AES est allée au contact des réfugiés et déplacés internes des 3 pays basés à la cité Nata, située dans la périphérie de Gao. Nous nous sentons chez nous. Ce qu'on a remarqué ici, il n'y a pas de différence, tout le monde est ensemble. Dans cette épreuve difficile, nous sommes venus apporter notre solidarité, notre soutien à cette communauté pour que davantage l'intégration soit pas un vain mot. Nous avions vu ici des populations vraiment soudées et très unies et qui montrent déjà au-delà des paroles que vraiment il y a l'élan d'être ensemble, de se soutenir et d'accepter les pays frères des autres pays du Niger et du Burkina qui vivent ici sur le site. La visite est hautement saluée par les réfugiés et personnes déplacées internes. Voir les ministres de tous nos 3 pays venir à Gao et prendre le temps de venir voir les communautés les plus affectées, à savoir les réfugiés, les déplacés. C'est émouvant. Nous sommes très contents aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, tout le monde est content. Nous sommes réfugiés ici à Gao, mais vraiment, on est fiers, on est content. Auparavant, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Gao avant de prendre la route de l'aéroport Korogusu pour Bamako. Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES, c'est le thème de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation et prévue du 15 au 21 septembre cette année. Et ce soir, ici à la rédaction, nous ouvrons une fenêtre sur les structures du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale. Nous avons la mission d'appui à la réconciliation nationale représentée au niveau régional et communale. Elle fait un maillage complet du pays pour cultiver et entretenir la paix dans le cœur et les esprits des citoyens. Suleiman Kenza Sidibé.
La mission d'appui à la réconciliation nationale Marne est placée sous l'autorité du ministre en charge de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale. La Marne intervient dans l'espace social pour le dialogue, pour la paix, la cohésion sociale. La conduite des actions d'information et de sensibilisation sur la stratégie de réconciliation et sur les principes et valeurs de la République, de l'état de droit, la démocratie et la décentralisation. De participer également au renforcement de capacités d'intervention des forces sociales dans la gestion des crises. La mission d'appui à la réconciliation nationale, c'est un maillage complet du pays pour cultiver, entretenir la paix dans le cœur et les esprits des citoyens. Au niveau central, nous avons des experts. Au niveau des régions, nous avons les équipes régionales d'appui à la réconciliation, dont la mission est entre autres d'informer et de sensibiliser les populations sur le processus de paix, d'identifier les mécanismes de médiation et de gestion des conflits locaux, d'identifier au niveau local les forces sociales capables d'influer sur le règlement diligent des conflits, promouvoir les initiatives locales de soutien à la réconciliation. Autant la mission d'appui gère des conflits, autant ces structures régionales ou communales tentent de gérer tout différent à l'amiable au niveau local. Elle a conduit jusqu'ici plus de 27 missions de réconciliation allant de l'esclavage par ascendance dans la région des Cayes à de gros dossiers sous le foncier. La prévention des conflits, la gestion des conflits et à la suite une médiation. C'est-à-dire trouver un terrain d'entente entre les deux protagonistes. La mission régionale comprend les chefferies traditionnelles, coutumières ou religieuses, les communicateurs traditionnels, les membres de la société civile et des administrateurs à la retraite. Bâtir une nation forte, unie, fraternelle, réconciliée dans sa diversité en privilégiant le dialogue, le pardon, le vivre ensemble d'ici 2031, telle est la vision des plus hautes autorités du pays. La Marne a mené des missions de bons offices et des activités de médiation à travers le pays, voire dans la sous-région. Pour autant, le développement local a été bien pensé par nos autorités et c'est pourquoi une structure lui est dédiée depuis. Elle s'occupe de la réalisation des infrastructures socio-économiques de base, la lutte contre la pauvreté. La réconciliation et la paix et la prévention des conflits, elle passe entre autres par la satisfaction des besoins vitaux des communautés. Nous intervenons en tant que projet sur les 3 pays du Mali, du Burkina et du Niger. Il y a un projet PCRSS dont une des composantes est de réaliser des infrastructures et fournir des services aux communautés. Alors, cette fourniture de services passe par une identification des besoins qui vient directement des communautés elles-mêmes. Nous espérons planter avec le ministère de la Réconciliation la graine de la paix, de l'amour et de l'harmonie et de la concorde entre frères maliens d'ici 2031. Focus à présent sur les équipes régionales d'appui à la réconciliation. 12 sont déjà opérationnelles et s'appuient sur 152 comités communaux. De sa mise en exécution en février 2023 pour 5 ans, plusieurs missions ont été effectuées par les différentes équipes avec comme objectif réconcilier les Maliens, recoudre le tissu social et promouvoir le vivre ensemble. Suivons Bemba Sibi avec le concours de nos équipes à Tombouctou, Mopti et Sikasso. Les missions régionales d'appui à la réconciliation nationale sont un maillon clé du dispositif de paix et de réconciliation. 12 équipes régionales et 152 comités communaux de réconciliation sont déjà opérationnels. Elles s'activent à cultiver et entretenir les germes de la paix dans le cœur et les esprits des citoyens. Nous avons, par le passé, élaboré des stratégies de sensibilisation pour la paix et la réconciliation, de vivre ensemble. Nous allons toujours continuer, à travers cette fenêtre, de magnifier cette approche du département pour la paix. On a eu beaucoup de missions de bons offices, beaucoup de missions de médiation, beaucoup de missions de formation et de sensibilisation pour le retour de la paix, de la réconciliation nationale, du vivre ensemble.
D'énormes efforts ont été consentis pour la promotion d'un vivre ensemble durable. Le grand défi reste le retour des déplacés dans leurs localités respectives. Par ailleurs, les missions de réconciliation vont au-delà des situations qui ont résulté des crises cycliques. Bien au contraire. Nous devons courir au secours de ceux-là qui ont des problèmes. Il y a des querelles par-ci par-là. Nous avons des problèmes de champs, des problèmes fonciers, des problèmes de chefferie, problèmes d'héritage. Tout cela, on nous fait appel. Et très souvent, nous voyons que ce sont des problèmes qui peuvent amener des divisions, des scissions au niveau des familles, des villages. Pour rappel, les missions régionales de réconciliation ont été mises en place en février 2023 pour 5 ans. De cette date à maintenant, plusieurs missions ont été effectuées avec un objectif, recoudre le tissu social fortement ébranlé depuis plus d'une décennie par les crises multiformes que le Mali traverse. Un grand merci à nos téléspectateurs de Gao, Kaya et Tillabéri. C'est dans l'espace AIS. C'est la fin donc de ce journal. La très bonne suite des programmes à notre compagnie. À demain.